Bonjour à tous, donc aujourd'hui notre vidéo ça sera pour le chapitre 2 de notre cours sur l'introduction des physiques des particules. Ça concernera la cinématique relativiste et des interactions. Donc à savoir que pour le chapitre 2 il y aura deux vidéos, donc ça sera la première vidéo du chapitre 2, mais ça introduira quelques notions très fondamentales, très intéressantes, qui nous servira de travailler si vous voulez mathématiquement et conceptuellement avec les interactions qui prendront lieu entre les particules subatomiques. Donc pour commencer, je vous mets cette image-là, que j'ai en fait, c'est une plot, c'est une graphe que j'ai dessinée moi-même, hein, donc dans un logiciel. C'est pas difficile du tout, mais je vous l'introduis juste pour voir de quoi on va parler. Donc ça s'appelle la cône de lumière. Donc cette cône que vous êtes en train de voir, ça détermine, si vous voulez, dans ce qu'on appelle l'espace-temps de Minkowski, dont on va parler tout à l'heure, ça détermine les lignes sur lesquelles une particule, toute particule d'ailleurs dans l'univers, peut se déplacer et les endroits où elle ne peut pas se déplacer. Donc on verra ça plus tard, mais à savoir que le point d'origine, ça représente le temps présent, maintenant. Tout ce qui est dans le côté négatif, c'est le passé, et tout ce qui est dans la côté positive, c'est le futur. Donc c'est juste pour vous donner un peu le sens de ce qu'on va parler, mais on va discuter plus en détail plus tard. Donc en fait, pourquoi que je introduis, ou que je vous parle, de l'espace-temps, et pourquoi de Minkowski? Donc en fait, dans la physique des particules, les vitesses des systèmes impliqués, c'est-à-dire les particules qui vont être créées ou parfois les particules qui vont être accélérées pour faire des réactions, hein, par exemple dans les accélérateurs de particules, etc. On accélère des protons, on accélère des électrons, ou on utilise des photons des fois. Toutes ces vitesses sont généralement relativistes. Il peut y avoir des vitesses non relativistes, mais en général, nos particules ou les particules subatomiques dont on va étudier les interactions ou les cinématiques de leur interaction ont généralement des vitesses relativistes. Donc, il devient essentiel qu'on travaille avec un formalisme mathématique et conceptuel qui est adéquat, qui est convenable en mécanique relativiste. C'est-à-dire on va un petit peu se mouiller la chemise avec la relativité restreinte, on va rappeler quelques notions de la relativité restreinte, mais qui nous intéressent. Ce formalisme va particulièrement inclure la notion de l'espace-temps de Minkowski, donc c'est un espace-temps à 4 dimensions, en contraste par exemple avec l'espace euclidien, hein, à 3 dimensions que vous connaissez, et le formalisme mathématique des quadrivecteurs. Donc je crois que vous aurez dû voir ce formalisme mathématique des quadrivecteurs dans votre cours de deuxième année sur la relativité restreinte. Ça sera ici une sorte de rappel, mais une rappel qui est un peu détaillé parce qu'on va nécessairement l'utiliser. D'accord? Très bien. Alors, ces notions sont généralement introduites dans le cours de la relativité restreinte, même celle du espace-temps de Minkowski. Donc on va utiliser maintenant une bonne manipulation et un bon usage de ces quadrivecteurs pour pouvoir étudier les cinématiques des réactions. Pourquoi on parle d'un espace-temps de Minkowski? Avant de passer à un espace-temps de Minkowski, nous allons parler relativement facilement de l'espace-temps classique. Qu'est-ce que j'entends dire par un espace-temps classique? Graphiquement parlant, c'est la graphe qui relie l'espace, par exemple ici x, avec le temps. Donc c'est comme si vous êtes en train de dessiner x fonction de t. Donc ce sont des équations temporelles. Hein, donc dans la mécanique normale, hein, dans la mécanique classique, quand vous faites par exemple l'équation de mouvement, hein,
vous faites ce qu'on appelle les équations paramétriques. Donc c'est x en fonction du temps et y en fonction du temps. Si vous dessinez x en fonction du temps, vous êtes enfin en train de dessiner le trajet temporel de la particule qui se déplace. Et bien cette représentation-là, ça peut être appelé, si vous voulez, espace-temps. Mais c'est classique. Pourquoi c'est classique? Parce que les vitesses qu'on étudie généralement, ce sont des vitesses classiques, donc plus faibles que la vitesse de la lumière. Donc bien évidemment, le temps c'est en secondes et l'espace c'est en mètres. Ici, je prends une composante de l'espace, mais ça peut être deux autres composantes, c'est pas grave. Mais on dessine par exemple une courbe qui représente le mouvement d'un système qui se déplace sur x en fonction du temps. Donc le temps évolue et x évolue d'une façon ou d'une autre. Si la vitesse est constante, eh ben cette variation, ça sera évidemment une ligne droite. Donc c'est comme si vous êtes en train, d'après la première année en physique, ou même pendant les classes de terminale, hein, c'est l'équation x égale vt, plus v0, plus x0, pardon. Hein, donc c'est mouvement uniforme. Voilà, c'est tout. C'est simple pour l'instant. Mais par contre, les notions que j'aimerais introduire, c'est la suivante. Les suivantes. Si on a un système ou une particule qui est au repos, qui ne bouge pas dans l'espace, donc elle est au repos au point de l'origine O, comment je pourrais tracer son trajet sur un graphe espace-temps? Et bien si vous regardez bien, c'est ce trajet-là qui est en orange, couleur orange. En fait, le temps passe, évidemment, parce que le temps continue à passer, alors que la position est constante. Donc cet axe-là, si la particule ou le système est placé à l'origine des axes, et ben le trajet sur la graphe espace-temps de ce particule qui est au repos n'est rien d'autre que cet axe vertical du temps. Alors que si une autre particule se déplace évidemment en x et le temps évolue, ben c'est une ligne droite avec un certain angle qui est déterminé par la pente. Donc vous savez bien, la pente, c'est delta y sur delta x. N'est-ce pas? On prend deux points, on prend delta y, on divise par delta x, on a la pente de cette courbe-là. Donc vous voyez bien que si on prend maintenant delta y, c'est ça, c'est delta t, sur delta x, donc la pente en fait, c'est l'inverse de la vitesse. La pente, c'est 1 sur v. Donc, plus la vitesse augmente, plus la pente va diminuer. Donc on s'approche ici. Et plus la vitesse diminue, plus la pente va augmenter. Donc si la pente diminue, on arrive là. Et si la pente augmente, si la pente diminue, on arrive là. Et si la pente augmente, on arrive ici. D'accord? C'est ça. Ce qui m'importe, c'est que vous sachiez ça, vous le comprenez, et ça. Maintenant, comment on va lier ça à notre travail? Regardez, c'est ce que je disais tout à l'heure. Plus la vitesse du système qui se déplace, si on le dessine sur cette graphe temps et espace, plus la vitesse augmente, puisque la pente est égale à 1 sur v, comme on a vu tout à l'heure, ben le trajet de ce système sur ce diagramme-là va s'approcher de plus en plus ici. Pourquoi? Parce que la pente diminue. En fait, la pente, on a vu, c'est égal à 1 sur v. D'accord? Donc si on a un système qui accélère ou qui possède des vitesses très élevées, très très élevées, et ben sa pente va s'approcher encore plus vers l'axe des x, son trajet. Donc imaginez maintenant, si on est en train d'essayer de dessiner le trajet d'un photon sur un graphe comme ça, temps et distance. Si je veux tracer le trajet d'un photon qui se déplace selon l'axe des x, ben vous savez bien qu'un photon, il fait 300 millions de mètres pendant une seconde. Donc si je prends ici sur ce graphe de temps 1 pour une seconde, et bien là, pendant une seconde,
le point se trouve à 300 millions de mètres. Donc vous comprenez bien que c'est super difficile de le représenter, parce que ça sera invisible, ça sera, comment dire, euh, ça collera sur l'axe des X. Il sera impossible de le représenter en fait. Autant plus que si j'ai par exemple une particule subatomique qui se déplace à V égale 0,8 c. On ne peut pas le tracer, on ne peut pas le voir, on ne peut pas voir son trajet. Donc cette façon d'utiliser un axe de temps et un axe de l'espace pour représenter les trajets des particules ou des systèmes qui sont à des vitesses relativistes n'est pas convenable. On ne peut pas. Ça marche très bien si j'ai une voiture qui se déplace, un avion qui se déplace, un oiseau qui vole, hein, un fusée, un canon, tout ce que vous avez vu dans la mécanique classique. Mais quand on s'approche à des vitesses relativistes, on ne peut plus représenter le trajet d'un système ou d'une particule sur un graphe qui correspond au temps et l'espace comme ça. Et c'est là qu'il nous faudra un concept d'espace-temps différent. Et ça arrive avec M. Hermann Minkowski. Donc voici M. Hermann Minkowski. Hermann Minkowski, il était le professeur d'Einstein, hein, de mathématiques d'Einstein quand il était étudiant à Zurich, à l'ETH, la Polytechnique de Zurich. Et Minkowski a trouvé un moyen, après que, évidemment, Einstein a fait son théorie de relativité, il a trouvé un moyen mathématique, une petite astuce mais qui est super géniale, de représenter tous les effets de la relativité restreinte d'Einstein et les transformations de Lorentz qui vient avec. Donc vous savez bien, les transformations de Lorentz, c'est quand on passe d'un référentiel inertiel à un autre référentiel inertiel. Et ça, vous l'avez déjà vu aussi avec votre cours de relativité restreinte. Je rappellerai ça un peu vers la fin de ces slides. Donc Minkowski a trouvé un moyen de représenter tous ces effets-là et les transformations de Lorentz sur un diagramme qui s'appelle maintenant le diagramme de Minkowski ou le diagramme espace-temps de Minkowski. En fait, la différence avec l'espace-temps ou la graphe espace-temps classique qu'on a vu tout à l'heure, c'est que dans le diagramme de Minkowski, l'axe de temps, il est multiplié par le facteur c qui est la vitesse de la lumière. C'est-à-dire au lieu d'avoir t, on a c fois t. Hein? Et les axes correspondant aux repères inertiels qui sont en déplacement par rapport à un référentiel au repos, considéré au repos, ils sont déviés par un angle θ. On va voir ça. Mais ce qui est important, c'est que sur le diagramme de Minkowski, les transformations de Lorentz, donc on peut représenter sur une même graphe, un même diagramme, hein, plusieurs repères inertiels en même temps. Et on peut voir géométriquement, si on a une particule qui se déplace dans un repère, quelles seront ses composantes spatio-temporelles dans un autre repère. Tout ça sur un même diagramme, qui est le diagramme de Minkowski. D'accord ? Je rappelle que tout ça c'est important parce que nous, les particules subatomiques, quand on va étudier, ils seront des systèmes relativistes. Donc ils subiront la transformation de Lorentz. Ok ? On va voir ça un peu plus tard. Pour le comprendre, je vous ai fait cette petite présentation. Je pense que vous devez savoir ces dessins animés. Si vous ne le connaissez pas, regardez, ça s'appelle le Roadrunner. C'est le coyote qui cherche toujours à suivre le Roadrunner qui court tout le temps très très rapidement et il lui échappe. Donc là, on va considérer deux observateurs dans deux repères inertiels différents. Le premier, c'est le repère S qui correspond au coyote, qui est assis sur l'origine des axes. Et puis l'autre repère, c'est celui du Roadrunner qui court avec un bip bip par rapport au coyote. Donc ça, c'est S' et ça, c'est S. Maintenant, on est en train de regarder les choses du point de vue de coyote, c'est-à-dire du point de vue du repère S. Donc dans le repère S, le coyote est assis. C'est-à-dire son trajet sur l'espace-temps de Minkowski, où on a Ct ici maintenant, en fonction du x,
son trajet est tout simplement le passage du temps. Alors après, vous allez me dire, mais comment c'est t et non pas t, et pourquoi c'est en mètres? Parce qu'en fait, quand on multiplie par c sur cet axe-là, si on a par exemple ici 1 sur cet axe, ce 1-là, ce n'est plus une seconde. En fait, si vous voulez, c'est une seconde fois c. D'accord? Donc, quand on a ct, cette distance-là, ou cette valeur unitaire, ça correspond, si vous voulez, à la distance que traversera la lumière pendant une seconde. Donc maintenant, si ici on a 1 fois c, donc 1 fois 3, 10 puissance 8 mètres par seconde, on divise les secondes parce qu'on a le temps en seconde, une seconde, on a 3 10 puissance 8. Et un photon fera aussi une distance de 3 10 puissance 8, donc là, ça sera représentable. D'accord? Donc, le coyote est assis, donc son trajet sur l'espace-temps ou le diagramme de Minkowski, c'est cette ligne verticale. Alors, s'il y a l'oiseau là qui passe rapidement à côté de lui, bip, bip, et il court. Alors, le coyote, s'il veut chercher à dessiner le trajet de cet oiseau sur son ou dans son repère, il va voir quoi? Il va voir que en fait, c'est une ligne droite dont la pente est égale à 1 sur v, avec v c'est la vitesse de l'oiseau qui est le repère S'. Hein, et c'est une ligne droite avec un certain angle par rapport à la verticale du coyote dans son repère S. C'est pratiquement ce qu'on a dit avant. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si on regarde les choses du point de vue de l'oiseau? Donc si on se place dans le repère de l'oiseau lui-même, par rapport à lui-même, il ne bouge pas. Il va voir que les autres choses autour de lui qui bougent. D'accord? Lui, il ne va pas se voir bouger. Si vous voulez le comprendre, imaginez-vous dans un ascenseur. Dans un ascenseur, quand vous étiez enfant, ou si vous avez un enfant avec vous et qu'il regarde l'ascenseur qui bouge, il va voir qu'il y a les portes de l'ascenseur qui descendent. Il va vous demander, mais ils vont où ces portes d'ascenseur? Ils vont pas. Ils ne se déplacent pas, les portes de l'ascenseur. C'est la cabine de l'ascenseur qui monte. Mais vu en fait qu'on est placé dans le repère de cette cabine d'ascenseur, on va voir que le reste des choses, les autres choses, c'est eux qui se déplacent. Et c'est pareil ici. Quelqu'un qui est placé, ou l'oiseau lui-même, dans son repère à lui, dans S', lui, il ne se voit pas bouger. C'est-à-dire par rapport à son repère à lui, il ne bouge pas. Son trajet par rapport à lui, c'est une ligne verticale qui correspond à ses T'. T' ici, c'est son temps à lui. C'est le temps dans le repère S'. Mais par contre, qu'est-ce qu'il va voir? Il va voir comme si le coyote lui-même, qui recule vers l'arrière, avec la vitesse V, mais dans le sens opposé. Donc par rapport à l'oiseau, donc par rapport à S', si maintenant l'oiseau va tracer le trajet du coyote comme il le voit, il va le voir comme une ligne droite, aussi avec un certain angle, mais dans le sens opposé des X, parce qu'il recule. Mais cette ligne aura la même pente. Maintenant, le truc, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe si on voit les deux ensemble, les deux points de vue? Le point de vue du coyote et le point de vue de l'oiseau. On se rend compte qu'en fait, la ligne en vert là qui correspondait au trajet de l'oiseau comme vu par le coyote dans le repère S, en fait, ce n'est rien d'autre que la ligne de temps, l'axe de temps comme vu par le coyote, par l'oiseau. Donc je répète, si on compare les deux là, vous voyez bien que là c'est juste un changement de point de vue. Mais si on revient maintenant au point de vue du coyote, c'est-à-dire si on est dans S maintenant,
Par ce changement de point de vue, on peut facilement remarquer que cette droite-là, qui a été tracée pour le trajet de l'oiseau dans le repère S, en réalité, ce n'est rien d'autre que l'axe vertical du temps T' ou Ct' de l'oiseau lui-même dans ce repère à lui. On peut prendre le temps pour le penser, mais moi j'ai essayé de le faire géométriquement ou visuellement en vous mettant les deux points de vue l'un à côté de l'autre. Je vous laisse le penser vous-même, mais qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne en fait la possibilité de tracer finalement sur un diagramme de Minkowski, donc une fois qu'on a CT, c'est-à-dire un diagramme de Minkowski, dans le repère S, on peut tracer S, CTX et X, mais cette droite-là, qui correspond au trajet de l'oiseau, en fait, ce n'est rien d'autre que son axe de temps à lui. Donc, c'est Ct' du repère S'. Et vous allez remarquer immédiatement que là, sur un même graphe, on a pu dessiner les axes de deux repères, dont l'un est en mouvement par rapport à l'autre. S' est en mouvement par rapport à S. Avec quelle vitesse? La vitesse, ça vient de la pente. Comment? Si vous prenez ici une inclinaison θ de l'axe Ct', qui est encore une fois le trajet de l'oiseau, comme vu par S, cet angle θ, si vous faites un peu juste la géométrie, la trigonométrie, là maintenant on a delta y sur delta t, ou bien si vous voulez la tangente de l'angle θ, parce qu'ils sont alternes-internes, c'est delta x sur delta y. Mais delta y ici, ce n'est plus le temps, c'est ct. Donc c'est delta ct. Si vous le divisez, en fait vous remarquez que c c'est une constante, ça peut passer ici, et on a delta x sur delta t, et c en bas. Donc tangente θ, ce n'est rien d'autre que v sur c. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Selon la vitesse du système qui se déplace, son trajet, et maintenant on peut l'appeler son axe de temps propre, Ct', sera incliné d'un angle θ par rapport à la verticale du repère S considéré au repos, tel que la tangente θ égale à V sur C. V étant la vitesse du repère S' par rapport à S. Donc comme ça, juste géométriquement, si vous calculez θ, vous pouvez savoir c'est quoi la vitesse de l'oiseau, par exemple, qui se déplace comme ça. Ou bien, si vous connaissez la vitesse, vous pouvez tracer l'angle θ. Et ça, on le fait en fait avec la lumière. Regardez. C'est quoi la vitesse V d'un photon? La vitesse V d'un photon est égale à c. Donc tangente θ égale à 1. C'est quel angle qui fait le tangente égale à 1? C'est 45 degrés. Donc, si le coyote maintenant dans le repère S, considéré au repos, est en train de regarder un photon qui se déplace, la photon se déplace à une vitesse égale à c. Donc sur son diagramme de Minkowski CTX, il va tracer le trajet d'un photon comme la bisectrice de cet angle-là. Donc c'est un angle, c'est une ligne droite, parce que la vitesse est constante, qui est inclinée par une vitesse, par un angle 45 degrés. Donc ça, c'est le trajet d'un photon. Vous voyez? Qu'est-ce qui est important dans ça? Déjà, on sait très bien que maintenant, on peut voir le trajet d'un photon. On peut représenter le trajet d'un photon sur un diagramme, qui est le diagramme de Minkowski, avec la toute petite astuce qu'on a multipliée ici par C. C'est tout, Mais c'est génial quand même. Je vais pas, dans ce cours-là, on va pas parler en détail de ce truc génial, mais je peux vous en parler ailleurs. Mais dans ce cours-là, ce qui nous intéresse, c'est de savoir que toute particule va se déplacer avec une vitesse plus petite que c, mais proche de c. Elle va voir
son trajet qui va se tracer ici, quelque part ici. Vous voyez? Toutes les particules qui ont des vitesses proches de c vont se voir tracer leur courbe dans cette partie-là. Donc on peut les voir. Si j'ai un électron qui est accéléré à moitié c, je peux le voir, je peux le dessiner. D'accord? Alors que dans un diagramme classique, je ne peux pas. Ce n'est pas le seul but du diagramme de Minkowski. Mais dans notre cas, c'est la raison dont on va l'utiliser, ou on va l'apprendre, ou le revoir. Maintenant, regardez. Si sur un diagramme du Minkowski, ça représente... Attendez, je vais changer la couleur, donc je vais prendre ça par exemple. Si ça représente le trajet d'un photon, est-ce qu'il y a des particules qui ont des vitesses plus grandes que c? Jusqu'à maintenant, à notre connaissance scientifique, la réponse est non. Toutes les particules possèdent des vitesses plus petites que c. Donc, sur ce diagramme, il n'y a aucune particule dans l'univers que je peux tracer sa courbe ici. Ça n'existe pas. Donc, dans un repère donné, celui du coyote, il n'y aura pas de particule qui pourra tracer sa courbe ici. Toutes les courbes seront où? Ici. Donc, si vous faites ce diagramme-là en 4 dimensions, c'est-à-dire x, y, z et le temps, bien évidemment, on ne peut pas le faire. Donc, moi, ici, ce que j'ai fait, si vous voulez, x, y, et ça, c'est ct. Donc, disons un truc qui bouge dans le plan. Et si vous faites le tour, donc si vous prenez ça et vous le faites tourner pour faire le plan x, y, si je le dessine ici, y, si vous le faites tourner, vous auriez une cône. Et cette cône-là, c'est la cône de lumière. C'est-à-dire la lumière, tous les trajets d'un photon seront sur cette cône-là et non pas ailleurs. Il n'y a rien ici. Et toutes les particules dans ce repère auront leur ligne dedans, dans la cône. On les appelle les lignes d'univers. D'accord? Bon, je sais que c'est beaucoup d'informations, surtout pour ceux qui n'ont pas vu avant, mais il faut avoir le sens, si vous voulez, pratique des choses. Ce qu'on est en train de faire maintenant, c'est pas comprendre l'univers, c'est pas comprendre l'espace-temps de l'univers, on est juste en train d'expliquer le moyen, si vous voulez, mathématique que Hermann Minkowski a introduit juste en multipliant ça par c, pour pouvoir représenter les trajets des particules subatomiques, surtout relativistes. Maintenant, si la vitesse n'est pas relativiste, si c'est des vitesses de quelques 100 km par heure ou 100 000 km par heure, ou etc., donc c'est des vitesses faibles, le diagramme de Minkowski ne va pas nous les montrer parce qu'ils seront collés ici. Et donc là, on utilisera l'espace-temps classique. D'accord? C'est tout simple. Enfin, j'espère. Maintenant, pourquoi, maintenant, pratiquement parlant, en quoi ça nous servira dans la physique des particules d'avoir appris cette notion de espace-temps et espace-temps de Minkowski? On va faire ça comme, si vous voulez, comme un exercice pratique pour en tirer finalement le but. Là, je vous représente deux choses. Je vous représente un phénomène d'une façon spatiale. C'est quoi ce phénomène? Imaginez, c'est un électron qui a été accéléré pour avoir une vitesse égale à 0,5 c. Donc la moitié de la vitesse de la lumière. Donc c'est une particule relativiste. Cet électron-là, elle voyage à cette vitesse selon l'axe des x. Elle voyage, elle entre en collision avec un mur, on va imaginer, mais qui lui permet de se réfléchir. Donc elle rebondit sur cette mur et elle revient vers l'arrière avec la même vitesse. C'est vrai que ce n'est pas le cas.
En réalité, ce n'est pas le cas, mais juste pour le but d'explication des choses. On va supposer que c'est possible. Mais en tout cas, on a un électron qui part de gauche à droite à une vitesse donnée. Elle subit une collision, elle revient vers l'arrière avec la même vitesse. Ça, c'est une représentation spatiale, simplement, selon X. Maintenant, comment je peux représenter ce phénomène que j'ai composé en 3 étapes? Étape 1, en partant de gauche à droite. Étape 2, le moment de collision avec le mur. Et l'étape 3, ou la phase 3, c'est quand elle a rebondi, elle marche dans le sens inverse. Si je veux le représenter selon un diagramme de Minkowski, où les vitesses, évidemment, ici sont relativistes, bah déjà, sur un diagramme de Minkowski, on a une limite qu'on vient de le définir, c'est celui du trajet d'un photon, qui est la bisectrice, donc à l'angle 45 degrés. Là, j'ai un électron qui évolue dans l'espace, donc x augmente, mais le temps ici augmente aussi. Donc son trajet sera quoi? Sera ce trajet-là. Donc là, c'est la phase 1. L'électron s'approche du mur, donc x augmente positivement et le temps passe. Et bien là, il y a eu un instant où elle s'est arrêtée, puis après elle a fait quoi? Elle a rebroussé chemin. C'est-à-dire maintenant x diminue, mais le temps augmente aussi, parce que le temps passe dans le sens positif. Donc ce trajet-là, cette ligne avec une inflexion ici, ça représente sur un espace de Minkowski ce phénomène physique qui se passe là. Donc ça, c'est le trajet dans l'espace-temps de Minkowski d'un électron qui s'est déplacé à une vitesse égale 0,5 c, qui a fait une collision avec le mur et qui a rebroussé chemin. Donc, en fait, ce trajet-là qu'on a dessiné, ça en fait, en physique des particules, ça a un sens. Peut-être que vous l'avez vu ou entendu avant, cette représentation espace-temps des choses, des trajets, ici, c'est aussi une représentation spatiale, mais maintenant, je vous représente un truc un peu différent dans le sens où on a déjà 2 électrons. Un électron qui se déplace de gauche à droite et l'autre électron qui se déplace de droite à gauche. Tous les deux électrons possèdent la même vitesse. Ils s'approchent, puis quand ils sont très 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 proches, la répulsion coulombienne va les faire rebondir et partir, idéalement on va dire ici, avec la même vitesse dans les sens opposés. Ça c'est quelque chose, c'est une interaction vue du point de vue spatial des choses. N'est-ce pas? C'est une interaction faible, c'est-à-dire c'est sa force de Coulomb, entre 2 électrons, 2 charges. Maintenant, si je veux la regarder dans la représentation espace-temps, mais puisqu'on a des vitesses classiques maintenant, parce que V n'est pas nécessairement, on va la représenter avec T et X. Donc c'est la même chose, mais juste le concept de vitesse est relativiste ou pas. Mais comment on va le représenter? Eh bien, vous voyez bien que si je prends cet électron-là, elle va être représentée par cette ligne-là. En fait, l'électron se déplace, pas nécessairement de l'origine, pas nécessairement à l'instant t de l'origine égale 0, n'importe où et quand, mais l'électron évolue dans l'espace, évolue avec x, d'accord? Et le temps passe. Puis, elle arrive à un point où l'autre électron, en même temps, elle est représenté par cette ligne-là. Donc l'autre électron aussi se déplace, mais dans le sens des x négatives maintenant, pendant que le temps évolue. Quand ils arrivent au moment en fait où ils sont suffisamment proches pour que les répulsions coulombiennes les fait rebondir, cette répulsion, cette interaction est représentée par ça. Je vais en parler tout à l'heure. Et puis, les 2 électrons rebroussent chemin. Celui-là part dans le sens positif maintenant des x, et c'est celui-là qui recule vers le sens négatif des x. Toujours avec le temps qui passe, le temps est toujours positif. Et bien cette interaction, ça se fait comme on a parlé dans le chapitre 1, avec en fait
ce qu'on appelle les particules d'échange, si vous vous rappelez bien. On a dit que les photons, ce sont des particules d'échange, d'interaction, et ils représentent les interactions faibles, comme les interactions de Coulomb. Donc quand je dessine ça, c'est pour dire qu'il y a deux électrons qui s'approchaient l'une de l'autre. Il y a une interaction faible par échange de photons, qui sera représentée comme ça, et puis les deux électrons se sont rebroussés chemin. Peut-être que vous avez vu ce sorte de dessin, parce que ça s'appelle les diagrammes de Feynman. Voici Richard Feynman. Richard Feynman, certains le considèrent en fait même du même niveau de genius comme Einstein, voire un peu plus d'ailleurs des fois. Mais en tout cas, ce qu'il a fait lui, il a inventé ces diagrammes de Feynman. Après, vous allez me dire, oui, mais c'est simple. Bah oui, c'est simple. Maintenant, c'est simple. D'accord? Mais c'est pas justement pour représenter le fait, c'est pas question de représenter tout simplement. Vous allez voir ça l'année prochaine, les détails de diagrammes de Feynman. Mais les diagrammes de Feynman, c'est un moyen pour représenter toutes les sortes d'interactions entre les particules. Vous voyez ici, c'est pas seulement ce qu'on vient de dire tout à l'heure sur les électrons, parce que les électrons c'est quelque chose de facile. Mais là, par exemple, vous avez un quark avec un gluon qui est une autre particule d'échange, qui le fait dévier, puis qui va émettre un photon, etc., etc., un boson. Donc toutes les sortes d'interactions sont représentées, d'accord, dans un diagramme de Feynman. Et donc, c'est pour cela qu'on a dû passer par le concept d'espace-temps et l'espace-temps de Minkowski, parce que quand on représente les diagrammes de Feynman, c'est représenté généralement dans l'espace-temps. D'accord? À savoir que Feynman a pu résoudre avec cette méthode en utilisant ces diagrammes beaucoup de choses, beaucoup de difficultés qui étaient vraiment incontournables en utilisant juste les équations. Donc ceux qui utilisent les équations pour résoudre ces problèmes-là, c'est beaucoup de calculs et ça devient énormément compliqué. Alors que là, il y a du calcul, mais il y a des règles. C'est-à-dire que quand on a par exemple un point ici, c'est qu'on a une conservation de moment, par exemple. Ou quand on a ici, on a une conservation de je ne sais pas quoi. Je ne vais pas rentrer dans les détails du diagramme de Feynman et comment on les utilise, mais je vous les introduis pour que vous sachiez c'est quoi un diagramme de Feynman, ça sert à quoi et comment on le représente. Et ça passe par l'espace